Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe de création et d'inspiration. Aujourd'hui, il est question de lettrine. En effet, lorsqu'on ouvre un manuscrit ancien, on est immédiatement captivé par les grandes lettres capitales, initiales, majuscules, qui ornent le début des textes. Ces lettres sont donc appelées lettrines avec un adjectif de définition, parfois lettrine ornementée, historiée, etc. Et c'est bien plus qu'une simple initiale, c'est une œuvre d'art en soi pour attirer le regard et donner le ton à l'ensemble du document. Donc dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers fascinant des lettrines que j'ai essayé de classer par ordre chronologique en voyant comment les différents styles existants nous parlent de l'ambiance des différentes époques. Je vous présenterai à la fin ma propre création et nous verrons que les artistes contemporains ne sont pas en reste en matière de création de lettrines. Donc, préparez-vous à découvrir comment ces ornements typographiques ont traversé les âges pour sublimer nos écrits. Alors, nous sommes au IXe siècle. Vous reconnaissez le livre de Kels avec ses entrelacs et ses décors tout à fait caractéristiques. On voit la minuscule semi-onciale irlandaise. Et puis, il s'agit de l'évangile de Matthieu. On reconnaît ce M extrêmement carré avec un moine ou un personnage, en tout cas, dont les pieds dépassent de la lettre en dessous et la tête dépasse au-dessus. Donc c'est très drôle, je trouve, de voir cela dans le livre de Kels. Et si vous feuilletez d'autres pages, vous verrez de magnifiques lettrines faites d'oiseaux entrelacés. Avec leur cou et leurs pattes, le corps de l'être est dessiné. Je vous emmène maintenant à la période romane, au IIe siècle, avec ce folio d'un manuscrit de Cîteaux, de l'abbaye de Cîteaux, Moralia in Job. Il s'agit d'une initiale R composée de deux hommes, un chevalier debout sur le dos de son serviteur, combattant deux dragons. On voit l'épée levée, la lance qui traverse le corps de la bête et d'une fleur aussi, une magnifique fleur romane au bout de la queue de ce dragon. C'est le mot reverentissimo qui est écrit ensuite dans la marge, sur le côté du R, pourrait-on dire. Donc effectivement, cette lettrine est pleine de vie. Alors je vous emmène maintenant à Clermont-Ferrand, toujours au XIIe siècle, où nous avons une magnifique lettrine P, qui est l'initiale de Parabole Salomonis. Dans cette lettrine, on a vraiment tous les règnes. On trouve des animaux, des oiseaux, des mammifères, peut-être des lions. Dans les médaillons, je n'ai pas pu prendre le bas du P puisque j'aurais été obligée de le diminuer. Donc voilà, il est très violet, pourtant il s'agirait plutôt d'un bleu qui serait ressorti violet à la numérisation, mais j'aime beaucoup cette association de couleurs entre le rouge, ce violet et l'or, bien sûr. Dans le même manuscrit, on trouve Esther qui forme la lettrine I, et le personnage très très droit, un peu hiératique, convient très bien pour cette lettre toute droite. C'est comme si sa tête et sa couronne formaient un point sur ce I, alors qu'il n'y a pas de point à la période médiévale, plutôt des traits. J'aurais du mal à dire où est-ce que je vous emmène avec cette Bible
que j'appelle Bible des Capucins, qui est peut-être automnienne ou plutôt du nord de la France, mais je ne sais pas exactement et je n'ai pas trouvé dans la description de la BNF d'éléments qui me permettent de le décider. En tout cas, il s'agit encore d'un P, et le corps de cet homme rouge compose la partie descendante de la lettre. Dans la panse du P, on va avoir ces deux fleurs romanes avec des rinceaux, ce qui produit un effet tout à fait magnifique. J'ajoute que l'emploi du blanc permet d'illuminer le personnage et j'aime beaucoup cette manière de faire, de même que les 3 petits points qui sont disposés pour faire le fond de la lettre, mais qui sont peut-être moins visibles. Donc ce P arrive ici en milieu de colonne parce que c'est la fin d'un chapitre. On peut lire le mot en rubrique, c'est-à-dire en rouge, explicite, et puis on va recommencer l'autre chapitre, mais je ne suis pas capable de lire ces mots latins. Dans le même esprit et toujours à la période romane, voici une page absolument merveilleuse d'une Bible, une page isolée d'ailleurs, qui mélange les styles d'écriture, les majuscules, les lettrines. On voit une petite lettrine filigranée, on voit un F plutôt simple qui est bleu, et puis la grande capitale, la grande lettrine ornementée ici, et la lettre Q qui commence le mot quomodo. Alors on trouve souvent ces lettres Q en latin, dans les manuscrits latins, puisque les mots qui indiquent, qui commencent des chapitres sont souvent quod, quomodo, etc. Ici, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le dragon est séparé de la fleur qui occupe tout l'espace. On dirait vraiment un mandala avec une dorure autour qui ne ressort pas très bien à la numérisation, mais qui doit briller de mille feux. Donc je l'avais un peu copié, mais je ne l'ai pas retrouvé. En tout cas, le blanc est utilisé également pour illuminer la couleur tout autour et produit un effet extraordinaire. Enfin, à mon avis, dites-moi ce que vous en pensez. Pour illustrer le XIIIe siècle, j'ai été chercher une lettre D, une lettrine D, une lettrine dite filigranée. On voit que le corps de lettre en bleu a été entouré d'un trait ou de plusieurs traits extrêmement fins qui vont lui donner du volume et de la vie. Alors, le secret des filigranes, je vous le dis, c'est qu'autour de la lettre, on trace un fil tout autour qui va entourer la lettre et laisser un petit peu d'espace de respiration. Et une fois qu'on a fait ce petit trait où s'accrocheront tous les autres, eh bien, on est libre d'inventer, de partir dans tous les sens. Donc le filigrane, s'il est né peut-être au XIIIe siècle, en tout cas dans les manuscrits que j'ai consultés, eh bien, il a connu une expansion extraordinaire par la suite, allant jusqu'à tenir toute la page, en quelque sorte. Et donc, il a permis à la lettre d'exister en tant que telle. Donc, 2 artistes sont particulièrement spécialiste du filigrane. Il s'agit de Doris Dolune qui anime des ateliers et de Benoît Furet qui est très contemporain dans la construction des filigranes, qui nous donne des idées extraordinaires, qui anime également des stages, et je vous invite à visiter leur site pour le plaisir des yeux. Alors nous voici au XIVe siècle avec les fameuses lettrines habitées ou historiées. Dans la lettrine même, on peut trouver tout un tas d'éléments qui racontent l'histoire. Et j'ai voulu comparer 2 lettrines qui ne sont pas les mêmes. Il s'agit d'un B pour Beatus, je crois, et d'un D, mais j'ai oublié le mot. Mais en tout cas, on voit 2 personnages qui jouent.
d'un instrument de musique. C'est généralement Salomon et Salyre qui sont représentés au début des psaumes. Et du coup, on constate que le personnage est tout à fait détaillé, avec des plis, avec toute la finesse de ses doigts, sur un fond qui peut être ornementé aussi. Alors le deuxième personnage est plutôt une chimère, puisque il est recouvert d'un voile, mais on voit bien que le bas de son corps est plutôt animal. Alors, est-ce une déclinaison? Est-ce un trait d'humour? Une référence humoristique à d'autres manuscrits qui représentaient Salomon en train de jouer de la musique? J'avoue que la ressemblance est frappante. Alors, les lettrines sont innombrables dans les manuscrits au fil des siècles. Le choix est très difficile dans cette page de la Bible de Borso d'Este, qui marque également dans la colonne un changement de chapitre. On peut lire explicite, liber, exodi, peut-être. C'est la fin du livre de l'Exode, et incipit, liber, Léviathan. Donc, c'est le début du livre du Léviathan. Donc, la délimitation est marquée par cette lettrine historiée qui va montrer Dieu en train de parler à un prophète. Pardon, je ne saurais dire lequel. Dites, aidez-moi en commentaire. On voit aussi qu'une plus petite lettrine va délimiter une plus petite partie. Donc, en l'occurrence, il s'agit d'un A qui est végétalisé. Là encore, on trouve un choix de couleurs qui finalement est assez réduit pour le corps de l'être même, mais c'est ce qui fait la cohérence du manuscrit. Et puis l'or vient rehausser l'ensemble, ce qui est très agréable. Alors, je ne pouvais pas vous quitter sans vous présenter mon travail. Comme promis, j'ai réalisé une lettrine N, l'initiale du prénom Nourou, en reprenant la manière du filigrane, mais en l'inscrivant dans un carré dynamique en or. Et puis, j'ai réalisé mon initiale parce que je pense que les prénoms sont importants et nous impactent dans notre vie. Et donc, j'ai voulu me représenter moi-même parce que c'est très fréquent, en fait, que l'enlumineur se représente à un moment du manuscrit, et ça arrive dans les lettrines. J'ai un souvenir là qui me revient, mais je n'y ai pas pensé auparavant. En tout cas, j'ai suivi ces pas. Je me représente dans 2 dragons engoulants, c'est-à-dire un dragon qui me dévore les pieds et l'autre bout du C qui me dévore la main. Je n'arrive qu'à sauver une plume. Voilà pour l'interprétation. Si je passe cette lettrine en couleur, croyez-le bien, je le montrerai dans notre communauté. Et en tout cas, et merci de votre attention et de vos commentaires. Alors, si ce tour d'horizon des lettrines médiévales vous a plu, je vous invite à rejoindre notre communauté pour échanger davantage avec d'autres passionnés. Voilà, n'hésitez pas à partager. Dites-moi en commentaire quelle est votre lettrine préférée, si vous en avez créé vous aussi. Vive la calligraphie, vive l'enluminure, prenez soin de vous et à bientôt.